Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro de votre magazine de société. Au quotidien, il réprime et verbalise ceux qui enfreignent les règles de salubrité. Immersion à la brigade d'assainissement et de la salubrité, une brigade un peu spéciale qu'on vous propose de découvrir ce soir. Et puis zoom sur le Challenger Race, l'unique course d'obstacles du continent africain. Nous étions au cœur de la 9e édition de cette aventure humaine et physique. NCI Reportage, ça commence maintenant. Bonsoir Mélina. Bonsoir Pierre. Alors pour avoir un pays propre, un pays où il fait bon vivre, la Côte d'Ivoire fait face à de nombreux défis. Et oui Pierre, entre les occupations illégales de la voie publique, les nuisances sonores ou encore l'incivisme de certains citoyens, la tâche, eh bien, elle n'est pas facile. Mais pour y arriver, en 2007, une brigade de l'assainissement et de la salubrité a vu le jour. Immersion dans cette brigade un peu spéciale. C'est un reportage que vous proposent Roger Appé, Armel Zozo et Romuald Dago. Il est 19 h à la BAS, brigade d'assainissement et de la salubrité de Cocody-Ancré. Ok, bonsoir les gars. Une opération inopinée se prépare. Donc, tout à l'heure, on va donc partir sur le fourgon. Cette fois-ci, c'est pour aller faire une usage sonore. Donc, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut produire pour cette nuit-là. Mais en allant, chemin faisant, s'il y a des cas de répétition, on va encore aussi traiter ça. Ça peut aller? Bon les gars, c'est une mission nocturne. Donc vigilance, voilà, il ne faudrait pas qu'on soit isolé surtout. Voilà, pensez à notre sécurité. Rattachée au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, la BAS a pour mission de lutter contre les nuisances sonores, de veiller à l'application des règles de salubrité. Elle reçoit également les plaintes et mène des actions de sensibilisation et de répression sur le terrain. La nuit va être longue pour l'adjudant-chef car ces hommes doivent gérer plusieurs plaintes. Direction l'axe Williamsville-Zo d'Abidjan où une alerte d'occupation de la voie publique a été signalée. L'opération ici consiste à saisir les marchandises des commerçants installés sur le trottoir. Ne transformez pas ici là un marché. Monsieur, laissez, ça va. C'est pas votre travail. Madame, on vous a bien informé que ça, c'est pas un marché. Les premières victimes fondent en larmes. Les gars, on avance sur le côté. Ibé, Kilo, on avance sur le côté, droit, on avance. À la nuit tombée, ces trottoirs se transforment en petits commerces. Ces marchés improvisés freinent la fluidité du trafic. Chaque soir, il se trouve que les commerçants se mettent là pour empêcher le passage des piétons. Et déjà même qu'on a des difficultés avec les véhicules. Donc c'est dans ce cadre qu'on faisait souvent des saisies à ce niveau. Voilà. Monsieur, ça va, faut laisser. Voilà, c'est ça comptabilisé. Envoyez un sac. Envoyez un sac. On vous a tout dit, ne pas manger les caniveaux ici. Là-bas, il n'y a pas de problème, mais ici, là, toujours on vous dit ça. Ou bien? Ce commerçant de chaussures, surpris par la brigade, n'a pas pu quitter les lieux avec sa marchandise. Il tente alors de négocier avec les agents. Mais l'adjudant-chef, Niquez, reste intransigeant. 47. 47. Voilà, 47 paires. Hein? Oui. Ok. Monsieur, donnez votre nom là-bas. Monsieur, donnez votre nom. Ça fait, il faut les gars transporter le sac. Mets dans le véhicule. Non, voilà. Faut donner ton nom. Donne-moi ton nom, dépêche là. Ton nom. Il va devoir payer une contravention de 10 000 francs pour occupation illicite de la voie publique. Mais l'homme refuse de prendre la contravention. J'ai dit, il faut donner ton nom et vont mettre sur papier pour que tu puisses... Est-ce qu'il est obligé de donner ton nom? Il arrive souvent que des gens ne donnent pas les noms.
Oui, souvent plusieurs fois. Ils refusent. Les gens qui refusent même. Mais quand c'est comme ça, comment vous... On va à le PV à la brigade. Après, il se retrouve là-bas. Et puis, quand il revient à de meilleurs sentiments, il se retrouve là-bas. Et puis, il dit son nom. On lui restitue ses colis. Tiens, vous ne prenez pas. Bon, les gars, on embarque. Allons-y. Face au refus d'obtempérer, les agents de la brigade doivent souvent user de force pour saisir les marchandises, comme avec cette commerçante. Madame, Faut laisser d'abord. Doucement, c'est ça les parfums là. Madame. c'est pour moi, mais Quittez là. On ne peut pas empêcher les vous. Chaque fois vous empêchez les piétons, vous n'allez pas vendre là. Madame, envoie-moi un sac. maintenant dans le saut du bas là. Non, le seau n'est pas bon. Le seau là n'est pas bon. Chaque fois vous ne pas vendre là. Elle finit par se soumettre et reçoit sa contravention qu'elle devra payer pour récupérer sa marchandise. Cette nuit-là, plus d'une dizaine d'amendes vont être distribuées aux commerçants installés illégalement sur cette voie publique. C'est bon. C'est OK. Et dit tout le monde a reçu une contravention, non? Les parents qui sont là, vous avez reçu des papiers, non? Il y a papier. Voilà, ça va. Même si vous avez le papier là, ça vous donne pas autorisation de vendre ici. Demain matin, vous êtes là, on est encore là. Demain soir, on est là. Tous les jours, comme d'habitude. S'il vous plaît, circulez. Merci, monsieur. Merci, monsieur. La nuit est loin d'être terminée pour l'adjudant-chef Niquez et ses hommes. Ils doivent intervenir sur un cas de nuisance sonore dans la commune de Yopougon. Après 30 minutes de route, ils arrivent sur les lieux. C'est dans ce maquis que la nuisance sonore a été signalée par un habitant du quartier. L'homme veut connaître l'identité du plaignant. Non, le plaignant, nous on a déjà vérifié que vous faites une nuisance à votre niveau. Maintenant, à savoir le plaignant là, nous, la brigade d'assainissement de la salubrité, nous on a constaté déjà les faits. Maintenant, à savoir le plaignant là, vous voulez approcher le plaignant ou bien vous voulez aller menacer le plaignant. On ne sait pas quelles sont vos intentions. Mais au cours des échanges, un autre individu entre en scène. Bonsoir, monsieur. Oui, il y a un souci pour tout à l'heure, j'étais en train de voir. Bon, ici, vous des informations en fait. Voilà. Je parle de... Non, il est bien en train de fou. Et vous avez expliqué ce qui se passe. Oui, il a expliqué, oui. Il y a un autre problème. Comment? Il y a un autre problème. Oui, il y a un autre problème. Parce que l'appareil mécanique de jouer, c'est même pas pour l'appareil du match. Voilà, c'est un client qui est venu avec l'appareil. Son verre de liqueur en main et probablement sous l'effet de l'alcool, l'homme, qui se présente comme un particulier du maquis, s'interpose et refuse de céder l'appareil. La tension monte d'un cran. C'est quoi la nuisance sonore? Non, on a qu'à se calmer. C'est quoi la nuisance sonore? Voilà, faut te calmer. La n'est pas pour le propriétaire. C'est quoi la nuisance sonore? Voilà, ici, il n'y a pas de femme qui est ici, nous sommes les garçons. Voilà. Il a fait des garçons. Non, mais il ne faudrait pas qu'il fasse la force. Vous vous calmez. Mais si la force, elle ne va pas partir ça. Débranché. Si c'est la force, elle ne va pas partir ça. Allons-y. Voilà. Après de vifs échanges, l'individu finit par céder l'appareil. Mais il estime être victime de persécution par l'un des riverains qui, selon lui, serait à l'origine de l'alerte. Elle confirme que c'est la jalousie. Elle se met en question là. Sa femme va avoir du commerce ici. Et puis elle connaissait ses rentabilités. Voilà, c'est la jalousie en fait. Sinon, il ne peut pas se permettre de faire ça à chaque fois. Et on a eu il se promène, sinon on confirme encore, il se promène pour dire aux gens que lui c'est sa promo qui est, comme on appelle le commissaire de trucs. La brigade. Donc la brigade en question. Qui en question? Comment qui en question? Vous avez tel le nom. Vous avez tel le nom. Donc nous aussi on tel le nom. Maintenant on vous dit. Il n'est pas propriétaire, de maison, c'est quelqu'un qui est parti, un locataire. Il ne pense pas aux différentes dames.
Ce genre d'intervention fait partie du quotidien des agents de la brigade. Mais c'est récurrent. Moi ici, ça va au moins plus de 5 fois que je viens ici. Il y a au moins plus de 5 appareils au niveau de la brigade. Donc moi je pense que ce n'est plus une affaire de saisir, venir saisir les appareils. C'est peut-être la fermeture de ce maquis-là. Voilà. Et ça c'est des dispositions qu'on va rendre compte à la hiérarchie. Il faudra qu'on vienne enlever toutes ces bâches, fermer le maquis. Les nuisances sonores constituent une infraction pénale. Cette infraction est prévue et punie par l'article 103 du Code de l'environnement d'une amende de 50 000 francs. En 2022, plus de 1200 de ces contraventions ont été servies aux auteurs de bruit du voisinage. Le lendemain matin, c'est au pôle réclamation de la brigade d'assainissement et de la salubrité que nous nous rendons. C'est ici que les plaintes sont reçues. Allô? Oui, allô? Brigade de l'assainissement et de la salubrité. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Moi c'est monsieur Ouattara. Oui. J'ai appelé pour une réclamation. Oui. Concernant l'écoulement d'eau usée dans mon quartier. Une équipe va vous contacter pour pouvoir traiter votre réclamation. Il n'y a pas de souci. C'est dans combien de temps ils vont venir en contact avec moi? La durée, c'est 3 jours. Ok. Les plaignants peuvent saisir la brigade par téléphone ou par courriel pour porter leur plainte. En moyenne, il faut gérer ce genre de plainte, ça peut prendre combien de temps? Si c'est la nuisance sonore, ça ne dure pas. Parce que dès qu'on rentre en contact avec le plaignant, il nous donne la situation géographique. On lui donne un papier de mise en demeure ou mis en cause, soit une convocation. Ce dernier se rend ici, dans nos locaux, et avec lui, on lui dit de diminuer, d'abaisser le bruit qui empêche son voisin de dormir. Et quand ce dernier repart, maintenant c'est le plaignant. Puisque nous ne sommes pas dans le quartier ou bien la commune où il est, c'est le plaignant maintenant qui sera à nos yeux, nos oreilles. Dès qu'il voit que le bruit continue ou bien a repris, nous passons à la deuxième phase de la répression. Certains plaignants préfèrent venir en personne, comme ce monsieur venu pour signaler un cas de nuisance sonore. Il s'avère que j'ai des nuisances autour de la maison et il était impérieux pour moi de venir voir comment est-ce que des solutions peuvent être trouvées pour au moins pas forcément fermer ces annonces, mais faire à telle enseigne que le bruit là, à un certain moment de la nuit, parce que c'est généralement la nuit, ça puisse s'arrêter pour que nous autres on puisse se reposer, les enfants puissent étudier aisément. Maintenant la nuisance, il joue tous les jours, le matin comme le soir. C'est du lundi, pas du lundi au dimanche, et c'est tous les soirs. Bon, du moins c'est les soirs que moi je constate parce que c'est les soirs que je rentre à la maison. L'homme aurait passé plusieurs nuits sans fermer les yeux. C'est plutôt des bruits de maquis, parce que c'est bizarre, mais c'est comme si je suis entouré que de ça. Moi, je suis juste au milieu. Donc, tu ne peux pas aller cibler un maquis précisément pour dire arrête de jouer à telle heure. Donc, c'est pour déposer la plainte de tout l'entourage en termes de maquis, pour voir dans quelle mesure est-ce qu'ils peuvent diminuer un peu ou réglementer un peu les heures pour jouer leur musique, parce qu'après, il ne faut pas également gâter les affaires des gens. Donc, si une solution peut être trouvée pour au moins permettre à ce que nous autres riverains arrivant à être, on va dire quoi, en sécurité par rapport au bruit sonore, ça serait bien. En moyenne, le pôle réclamation reçoit une trentaine de plaintes par jour. C'est sur la base de ces plaintes que la brigade intervient. Dans la cour, l'équipe du jour s'apprête à faire une descente sur le terrain. La trentaine d'agents mobilisés pour l'occasion reçoit leur feuille de service. Ça, mon commandement repos. À vous, repos. Bonjour. Donc, ce matin, nous avons des missions à effectuer. Ces missions rentrent dans le cadre d'une attribution. Je pense qu'il y a 2 missions d'assainissement
une à Cité Marina et puis une à Génie 2000. En allant à Cité Marina, vous allez voir le carrefour Abata. Voilà. La nouvelle voie qui a été faite, elle est bien belle, mais cette voie-là ne s'accommode pas avec la présence au carrefour des commerçants, même les banabanas qui sont au feu là. Vraiment, dégagez-moi toutes ces personnes. Au total, la BAS dispose d'une centaine d'agents, des civils qui représentent les 3/4 de l'effectif, des gendarmes et des policiers. Créée en 2007, cette unité spéciale, dont la mission est de faire appliquer les règles de salubrité, travaille 24 heures sur 24. Hein? Les packs d'eau là, c'est qu'il interdit non l'utilisation des sachets plastiques là. Voilà, tout ce qui est pack d'eau là, on va te faire une contravention, tu vas passer à la brigade d'assainissement salubrité là. Ce vendeur d'eau en sachets plastiques est tombé dans les filets des agents de la BAS. Depuis 2013, une loi interdit la production et la commercialisation des déchets plastiques. L'unité est chargée de faire appliquer la loi. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça rentre dans le cadre d'une de nos missions. C'est la lutte contre les sachets plastiques. Donc on interpelle, quand on voit un tricycle en action avec les sachets plastiques, on interpelle, on nous donne une contravention qui va, comment on appelle ça, à la brigade pour acquitter des effets. Donc c'est interdit de vendre les sachets. sachets. Pourtant il y en a beaucoup à Abidjan. Oui, il y en a. Mais chaque jour au quotidien on le fait. On n'est pas à la fois partout, mais on le fait. Tout ce qu'on apprend. C'est une contravention de combien? 50 000. 50 000. 50 000 francs CFA. Oui, 50 000 francs CFA. La mission suit son cours. Au carrefour Abata, l'unité doit déguerpir des commerçants qui occupent la voie publique. Non, laissez ça. Ça fait. Prends la caisse. Celles qui n'ont pas pu s'échapper utilisent une attitude particulière pour plaider leur cause. L'adjudant-chef Ndioré ne se laisse pas attendrir. Pardon, papa. C'est comme ça que chaque jour au quotidien, après vous donner le dos, ils reviennent nous recoloniser, vous êtes obligé encore de revenir, les chasser, et c'est un perpétuel recommencement. Ils viennent, ils font semblant de faire pitié, de pleurer, mais bon, on ne peut pas rester dans ça. Ces commerçants produisent de multiples déchets qui encombrent les canalisations d'eau pluviale. Pour les empêcher de se réinstaller, l'unité de la salubrité détruit les étals. L'installation illicite de ces commerçants sur les voies publiques provoque un véritable problème environnemental et serait même l'une des sources d'inondation dans la ville d'Abidjan. Mais difficile de faire entendre raison à ces derniers, déterminés à faire front à la brigade d'assainissement et de la salubrité lors des opérations de déguerpissement. À quelques mètres de là, dans la commune de Bingerville, un cas d'assainissement a été signalé. Ici, les habitants de ce quartier vivent dans des odeurs nauséabondes depuis 7 ans. Vous voyez le fleuve qui part des toits immeubles jusqu'ici. C'est ici que j'habite, vous voyez. Hein?
à partir de 5 h du matin, là même c'est impossible de respirer. Parce que l'air frais fait que vous ne pouvez même pas respirer ici. Avant ici, là, c'était quand j'arrivais ici, vraiment le coin était très, tout c'était sableux. Beau à voir, mais aujourd'hui, regardez dans quel état on vit. Bon, je ne peux pas aussi soulever ma maison pour dire que je vais aller habiter ailleurs. Comme les locataires d'ici, à cause de cette eau, sont tous partis. Ces eaux usées proviendraient de ces 3 immeubles dont les forts septiques ont été accordés aux canalisations d'eau pluviale. Les démarches menées auprès des autorités compétentes pour sortir de ce calvaire n'ont pas porté de fruits. Vous voyez tous les documents relatifs à la lutte que nous menons depuis près de 7 ans, relance de demande d'intervention au ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. En date du 12 mars 2020, nous avons écrit également à la NASU, voilà, accusé de réception depuis 2015, le 20 décembre 2015. Vous avez tout fait ce qui est... Si vous voyez vraiment, c'est pourquoi on dit, on lance vraiment un cri de cœur aux autorités compétentes. Que ces propriétaires d'immeubles cessent de nous déverser leur eau usée dans notre... La brigade d'assainissement et de la salubrité reste impuissante face à ce genre de cas pour faute de dispositions juridiques. Avec toutes ces démarches, on a vu la documentation, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de solution? Ils ont construit des maisons qui ne sont pas, ça veut dire qu'ils ont construit des maisons, ils ont fait des fosses qui ne sont pas dans les normes. Qu'on prenne des décisions claires, c'est pourquoi je parle d'un vide juridique, qu'on prenne des décisions claires contre eux. Ça veut dire que ceux qui font ça, il n'y a pas de loi qui peut les condamner. Actuellement. C'est pourquoi je t'ai parlé d'un vide juridique. Il n'y a même pas de tests dans la matière pour les sanctionner. Ne va pas perdurer parce qu'il y a la promulgation du code de l'hygiène et de la salubrité très bientôt. Il y a aussi le code de l'assainissement. Donc tous ces tests-là vont venir régler ces questions-là. Non, jusqu'à présent, il n'y a pas de tests qui règlent. Non, il y a des tests. Mais vous voyez, les tests à la matière doivent être pertinents. Si les tests ne sont pas pertinents, leur application devient difficile. Donc, c'est face à toute cette problématique-là que nous avons rencontrée sur le terrain qu'aujourd'hui, au niveau du ministère, l'assainissement, de l'hydraulique et la salubrité, on a réfléchi, un comité a été mis en place pour réfléchir sur la prise de ces tests-là. Donc tout ça a été pris en compte pour avoir 2 tests pertinents qui vont régler ces situations-là. Selon le chef de la brigade, des recrutements seraient en cours pour renforcer l'effectif de la brigade et étendre ses actions dans toutes les régions du pays. Aujourd'hui, la politique du ministère est d'envoyer, ou bien de rapprocher les services du ministère auprès de la population. Donc sur cette base, on va avoir des services déconcentrés de la brigade dans les 10 grandes régions de la Côte d'Ivoire. Donc il y a un recrutement qui est déjà là, qui n'est même pas en cours, qui est déjà là. Il y a du personnel, on n'a pas encore déployé, sinon ils vont être déployés sur toute l'étendue du territoire. Et ça sera vers l'année? Oh, 2023, je vous parle de maintenant. Là, nous sommes en train de travailler même la répartition de ces agents-là. D'accord, et ils sont combien? À peu près, on n'est pas loin de plus d'une centaine de personnes. Hein. Depuis 16 ans, la brigade d'assainissement et de la salubrité tente tant bien que mal de faire appliquer les règles de salubrité. Mais sa mission est mal comprise, car beaucoup de commerçants et propriétaires d'établissements de loisirs lui rendent la tâche difficile. Sans une prise de conscience collective sur les questions d'assainissement et de salubrité, il serait difficile à la base d'atteindre ses objectifs. Ceux de lutter pour un cadre de vie sain et propice à tous.
Et pour parler plus en profondeur des difficultés justement que rencontre cette brigade spéciale, nous allons accueillir en plateau le sous-directeur de la lutte contre la dégradation des installations d'assainissement et de la salubrité et des nuisances, monsieur Anissé Seyi. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on le disait dans le sujet, 127 agents au sein de la brigade pour couvrir l'ensemble du territoire. Elle a le mérite d'exister, c'est déjà bien, mais est-ce que c'est assez pour répondre à toutes les missions de votre brigade? Merci, monsieur. Effectivement, 127 agents pour couvrir le territoire national, c'est peu. Mais déjà, nous avons adopté des stratégies pour couvrir le district d'Abidjan, pour partir de là. Et puis, crescendo, en 2023, nous allons nous étendre pratiquement dans nos différentes directions régionales. Et donc, pour le district d'Abidjan, nous avons divisé le district d'Abidjan en deux zones. Zone nord et zone sud. Ce qui nous permet à nos deux équipes, de façon quotidienne, d'occuper les différentes artères et les grandes voies et même les grandes communes au niveau du site. Et la brigade, elle est née il y a 16 ans. Comment on explique que c'est seulement qu'en 2023 que vous allez élargir au-delà d'Abidjan? Bon, 2007 que la brigade a été créée, elle avait pour vocation seulement pour appui technique en son temps à l'Agence nationale de la salubrité urbaine. Donc, elle avait seulement une sphère au niveau du district d'Abidjan. C'est en 2018 que le ministre d'alors a jugé bon, véritablement au regard, c'est-à-dire que des conditions et des insalubrités au niveau de l'État national, a décidé d'étendre les missions au niveau de la brigade de l'assainissement et de la salubrité au niveau national. Et donc, depuis 2018, nous avons compétence nationale et avec les moyens qui nous sont alloués, nous sommes en train progressivement de nous étendre au niveau national. Alors, qui peut intégrer cette brigade de la salubrité et comment? Et est-ce qu'on bénéficie d'une formation spéciale pour devenir un membre? Alors, 2011, on a assisté véritablement à la recomposition de la brigade de l'assainissement et de la salubrité. Au regard, c'est-à-dire que des crises qui se sont passées. Donc, à l'arrivée de Madame la ministre, Anne Désirée Roto, elle avait décidé de recomposer la brigade, qui était alors la brigade de la salubrité urbaine. 2011, les ex-combattants de la crise ont intégré véritablement la brigade, c'est-à-dire de la salubrité urbaine. Et donc, dans le programme de réinsertion, c'est-à-dire des ex-combattants. Et donc, nous avons assisté alors à l'arrivée de la plupart des jeunes qui ont intégré la brigade au niveau de 102 agents qui sont venus. Et ces gens-là ont bénéficié, c'est-à-dire d'une formation. Une formation en technique administrative et puis une formation en rédaction aussi administrative et puis une formation sur les missions qui sont dévolues pratiquement à la brigade de l'assainissement et de la salubrité. La brigade intervient principalement à Abidjan. Quelles sont les zones où il y a le plus de plaintes? Est-ce qu'elles sont identifiées? Oui. Au niveau du district d'Abidjan. Au niveau du district d'Abidjan, les plaintes que nous avons émanent pour la plupart de la commune de Cocody. Cela ne veut pas dire que Cocody, il y a plus de nuisances à Cocody. Mais comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer alors? On peut l'expliquer par le fait que, certainement, au niveau de Cocody, les gens sont beaucoup plus regardants sur leur quiétude, beaucoup plus regardants sur les missions ou bien sur les outils que l'État met en place concernant, c'est-à-dire que la salubrité, les nuisances et autres. Donc, peut-être certainement c'est ce qui pourrait justifier. Sinon, cela ne veut pas dire que comme il y a plus de plaintes au niveau de Cocody, ça veut dire qu'il y a plus de bruit au niveau de Cocody. C'est seulement les réclamations, mais les plaintes que nous recevons qui font des statistiques par rapport à d'autres communes. Qu'est-ce qui est le plus compliqué dans les interventions quotidiennes de la brigade?
On a vu dans le sujet que vous vous heurtiez à des récalcitrants, mais de votre expérience. Oh, oui, mais c'est ce que vous venez de dire. Le plus compliqué, c'est l'incivisme de la population. Parce que si ce n'était pas l'incivisme, ça fait déjà, vous avez dit, 16 ans que nous parcourons, c'est-à-dire que les communes, les artères, les maisons, pour expliquer le bien fondé, véritablement, c'est-à-dire que de la salubrité, qui, véritablement, débouche sur la santé. Mais, vous comprenez, c'est-à-dire que ce n'est pas chose aisée. Et donc, c'est l'incivisme. Quels sont vos défis, alors, aujourd'hui? Est-ce que c'est la sensibilisation des populations? Oui, nos deux défis sont énormes. Il y a non seulement la sensibilisation, mais il y a aussi, c'est-à-dire que les moyens que nous devons avoir pour nous étendre véritablement dans nos différentes régions au niveau aussi le renforcement des agents et des moyens. Oui, des agents et des moyens pour vraiment implanter des antennes au niveau des directions régionales, c'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire national. Si par exemple une personne se trouve à Korogo et elle souhaite faire appel à la brigade pour une plainte, comment ça se passe? Quels sont les moyens dont elle dispose? Déjà, pour vous joindre. Depuis décembre 2022, fin décembre 2022, la fonction publique a mis à disposition de la brigade de l'assainissement et de la salubrité plus de 150 agents. Voilà. Donc, déjà, la direction des ressources humaines du ministère de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité est en train de faire déjà le dispatching pour envoyer déjà, c'est-à-dire que des agents au niveau, c'est-à-dire que des directions régionales de Korogo. Mais cela dit, nous avons déjà, c'est-à-dire une direction qui existe. Si aujourd'hui, il y a une plainte, c'est-à-dire que concernant l'assainissement ou les nuisances, le directeur, c'est-à-dire que nous sommes saisis et nous... Mais comment on vous saisit, justement? C'est qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, nous avons des numéros de téléphone, nous avons un pool réclamation, nous avons des agents qui sont constamment, c'est-à-dire que sur le terrain. Donc ces agents aussi, c'est-à-dire que pratiquement, nous auto-saisissons. Et puis bon, ces agents aussi, on peut les saisir déjà sur le terrain. Donc nous avons des numéros verts qui sont véritablement fonctionnels. Et puis bon, ils sont là. Aujourd'hui, vous êtes en mesure d'agir aussi à l'intérieur du pays. Oui, aujourd'hui, nous sommes en mesure d'agir au niveau à l'intérieur du pays, sur l'ensemble même du territoire. Alors, dans le reportage, il y a un établissement de loisirs qui produit des nuisances sonores de façon répétée. Il a reçu plusieurs contraventions, mais les populations continuent de se plaindre. Est-ce qu'on peut en déduire que les contraventions ne sont pas dissuasives? Oh, non, on ne peut pas dire cela, parce que peut-être que ce cas-là, c'est un cas spécifique, mais je vais vous dire déjà, depuis que nous existons, la brigade au regard de l'article 15 du décret portant réglementation des bruits de voisinage, l'article 15 nous a permis véritablement de prendre des mesures avec l'autorité, de fermer une vingtaine. C'est-à-dire que, voilà, oui, on va jusqu'à la fermeture. Voilà, oui, on va jusqu'à la fermeture. Le décret nous dit, à l'article 15, nous dit que l'autorité peut prendre, c'est-à-dire qu'après avoir épuisé évidemment toutes les voies qui sont contenues dans le décret et après avoir donné une mise en demeure, donc l'autorité même ministérielle, après avoir remis une mise en demeure, peut procéder à la fermeture provisoire ou bien à la fermeture de l'activité. On le voit aussi dans le sujet qu'il y a un vide juridique pour lutter contre ceux qui produisent des eaux usées. Le commandant de la brigade disait qu'il y avait des projets de loi. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, effectivement, nous n'avons pas un vide juridique, mais des tests certainement qui sont désuets. Voilà, des tests qui sont désuets, qui évidemment datent certainement de 1960, 1975. Donc, nous sommes en train de réadapter ces tests-là. Et donc, le code sur la salubrité viendra pour, évidemment, étayer tout cela et mettre tout le monde à l'aise sur la répression concernant l'écoulement des eaux usées, comme vous le dites. Alors, dans les défis, notamment de la brigade, on parlait de sensibilisation. Quels sont les gestes à avoir au quotidien qui permettent de participer à la salubrité de la Côte d'Ivoire? Oui, mais les gestes au quotidien, c'est le respect, c'est-à-dire que des espaces publics. Le respect des espaces publics,
concerne véritablement à ne pas jeter tout ce qui est comme déchets, des sachets d'eau, des papiers mouchoirs, c'est-à-dire que sur le trottoir, de faire en sorte que véritablement on ne puisse pas uriner sur les espaces publics parce qu'il y a des endroits bien indiqués. Les gestes quotidiens aussi, c'est véritablement ne pas cracher, comme on le dit, c'est-à-dire qu'on le voit constamment, c'est-à-dire que sur la voie publique. Et les gestes aussi, c'est faire en sorte que les déchets domestiques soient véritablement conditionnés et apportés dans les lieux appropriés, là où il faut les déposer. Alors justement, vous avez mis le doigt sur un élément qui, je pense, va intéresser tout le monde. Est-ce que vous ne vous sentez pas impuissant, notamment quand on parle des sachets plastiques, dont on sait que la production et l'importation sont interdits en Côte d'Ivoire, et pourtant, ils sont là. Est-ce que vous ne vous sentez pas impuissant face à ce phénomène et à la faiblesse de l'autorité publique à mettre en place cette politique qu'elle a décidée? Pas du tout. Je vais vous donner, pour cette année, pour l'année 2022. Pour l'année 2022, nous avons actuellement en procédure devant notre direction des affaires juridiques qui va les transmettre, c'est-à-dire que tout à l'heure je viens de recevoir un coup de fil, qui va les transmettre au niveau du parquet, 6 usines. Qui encore actives de production. Qui produisent, c'est-à-dire que les statuts qui seront, c'est-à-dire que devant les juridictions compétentes. Donc, pour cette année 2022, je ne peux pas vous parler de 2021 et autres. Donc, déjà, en 2023, nous avons déjà réprimé 3. Que nous sommes en train de faire des procédures pour encore les envoyer devant les juridictions compétentes. Donc, pour nous, nous sommes à la tâche. Et nous ne sommes pas découragés, nullement. Merci, monsieur Anissé Seyi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le sous-directeur de la lutte contre la dégradation des installations d'assainissement et de la salubrité et des nuisances. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie au nom du ministre de l'Hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, M. Boké Fofana. Merci. Et Mélina, en seconde partie d'émission, nous irons découvrir la Challenger Race. Et oui, mais ce sera après une courte page de pub. À tout de suite. De retour sur le plateau de NCI Reportage. Merci d'être toujours avec nous pour découvrir l'unique course d'obstacles du continent africain qui réunit pas moins de 1000 personnes chaque année, Pierre. Et oui, Mélina, un véritable parcours de combattants, une course de guerriers auquel s'adonnent adultes et enfants. Un concept qui séduit de plus en plus et on verra pourquoi dans ce reportage de Patrick Brédé et Roméo Tapé. Ils ont entre 4 et 60 ans et sont tous volontaires pour en baver. Sous un soleil de plomb, pendant 2 jours, des compétiteurs de 4 à 65 ans vont affronter un parcours digne d'un stage commando. Aller au bout sans jamais s'effondrer est la devise de ces guerriers. Leur ambition, expérimenter leurs limites, leur état d'esprit et surtout devenir des warriors. Mais l'unique course d'obstacles du pays va par moments leur jouer bien des tours. Son nom de code, Challenger Race. On va m'arranger le rope climb. Et tu mets les matelas en bas de chacun d'entre eux. Il y a 4 petits matelas. Vas-y, mets-les là. Il n'y a que 4 alors. Il y a 4 dessus, 4 là. Ok, vas-y. Nous sommes à Akupé-Zedji, à une trentaine de kilomètres d'Abidjan. Ce matin, Issam supervise les derniers réglages du Challenger Race. Commandant, ça va? Commandant, s'il te plaît, je vais te donner les rations, la nourriture. Je suis où il y a le conteneur bleu. Non, ça n'arrête pas ça. Et puis là, il n'y a pas de réseau en plus. Le réseau ici n'est pas bon, donc du coup, le contact est difficile. 1200 personnes sont attendues pour cette 9e édition de l'unique course d'obstacles du continent. C'est à ce passionné de sport qu'on doit l'idée de cette compétition. J'ai fait une action plus importante et c'est arrivé à ça, c'était pas prévu tout ça en fait. C'était prévu de faire un truc récréatif d'abord. Et là, c'est passé à ça. Au haut niveau. Au haut niveau, c'est ça, on essaye.
On est quand même les seuls en Afrique à faire ça. Il n'y a aucun pays africain qui organise ce genre d'événement-là, du moins de cette ampleur-là. Si les médailles sont si importantes, c'est parce qu'elles font partie intégrante du concept. S'il y a un athlète qui finit la course, qui n'a pas sa médaille, il ne va pas être content. En fait, tout le monde qui finit le parcours, quel que soit son classement, il peut être premier ou 400e, il a une médaille. Et ça répond à quoi? Il a réussi le parcours, il a bravé les obstacles, il s'est dépassé. C'est ça l'objectif. Le podium, c'est secondaire. Il y en a plein qui viennent ici pour la découverte, pour la prise de conscience, pour le dépassement de soi, et d'autres viennent pour la compétition. Ceux qui viennent pour la compétition, c'est le chrono qui les intéresse, et la médaille bien sûr, et le podium. Maintenant, ceux qui viennent pour s'amuser un peu et dépasser leurs limites, eux c'est un peu plus récréatif. Donc la médaille est très importante, elle est symbolique pour eux. C'est un jeu, c'est vrai que c'est une compétition, mais c'est un jeu, d'être là pour vous amuser. Ce matin, Selim, 14 ans, et sa sœur Samia, 12 ans, participent comme 400 autres enfants à cette course. Inscrits dans la catégorie des 12-15 ans, ils bénéficient des dernières consignes de Caroline, leur mère et première supportrice. Mes enfants, pour moi, ce sont des guerriers. Ma fille, elle joue très bien au football, mon fils, un basketteur, et moi, je suis sportive. Donc, vraiment, les compétitions, ces genres de distractions voilà, sportives, compétitives, j'aime bien. J'aime bien qu'ils participent, voilà, et qu'ils essaient aussi. Il y a un brassage culturel aussi qui est là, alors donc je souhaiterais vraiment qu'ils essaient de s'imprégner un peu de la vie du monde et de ce qui se passe autour d'eux. Avant le départ, Samia a déjà des appréhensions. Un peu stressée parce que j'ai vu qu'il y a d'autres qui sont plus grands que nous. Donc ça sera un peu difficile, mais je crois qu'on pourra. C'est ma première participation et puis comme je ne sais pas comment ça va se dérouler, au fait, je suis un peu stressée, mais excitée aussi de voir le parcours. Ouais, c'est ça. Chez son frère, se surpasser est le principal objectif. Je suis pas très endurant, donc il faudra que je me tienne en fait. Je suis basketteur, donc sur le terrain de basket, je peux plus durer sur le terrain. Et ça m'aide partout en fait, quand je fais puisque bientôt il y aura le bac, je dois passer des examens et tout. Donc ça serait, pour les courses d'endurance, ça serait plus facile en fait. Sur la ligne de départ, la mise en jambe les prépare à ce qui les attend. C'est quoi le cri de guerre des guerriers? Deux fois, c'est quoi le cri de guerre des guerriers? Voilà, trois fois, c'est quoi le cri de guerre des guerriers? Voilà, là je vous reconnais. On balance les mains. On balance les mains. Dans chaque catégorie, il faut courir et franchir des obstacles avec le moins de temps possible. Autour de ses enfants, Caroline ne tient plus en place. En ce moment, comme je dis, c'est venir s'amuser, c'est venir connaître. Comme je dis, il y aura plein d'obstacles. Et ces obstacles aussi, c'est dans la vie active. C'est les obstacles, que ce sont des sportives. Hein. Donc, bon, c'est la première fois qu'ils participent à ce genre de compétition. Donc voilà, j'ai confiance en eux. Dès l'entame du parcours, Samia est à la traîne. Alors que son frère prend de l'avance sur la pyramide. Je suis donnée à fond, je suis à la première ligne. Donc ça fait que j'essaie de reprendre le souffle. Elle repart pour éviter que l'écart ne se creuse. Commence alors une épreuve physique et mentale pour ses enfants. Les moins de 11 ans touchent du doigt le sens des efforts. Je sais que à chaque fois que tu travailles, ça donne toujours un résultat plus haut. C'est pour ça que j'ai pas abandonné. Je me suis dit plusieurs fois, mais j'ai pas abandonné. Et ça m'a donné une médaille. Donc je suis fière de moi. Bravo Lisa, t'as fini. Bravo. Allez. C'est un champion? Oui, allez, vas-y. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, t'es fatigué? Oui, très. Qu'est-ce qui était difficile? L'équilibre. C'était plutôt l'équilibre qui était difficile. Tu as appris beaucoup de choses? Oui. Qu'est-ce que tu as appris? L'accélération,
Accroché au mur et l'endurance. Moins d'une heure après le départ, les premiers des moins de 12-15 ans commencent à arriver. Ah, vous êtes champion là? Oui. Vous êtes arrivé le premier. Le deuxième. Comment on est? Ah, c'est ça comment? On est confiant. Vous êtes fatigué? Oui, on est fatigué, mais on est content aussi. Vous êtes content? Oui. Vous avez réussi? Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? C'était quand on devait descendre, accroupir. Ça m'a fatigué. C'est toi qui t'es fatigué, c'est quoi? C'est les chaînes, il y a quoi là-bas? Les sols aussi. Les sols aussi, ça m'a fatigué. Allez, tiens le coup! Tiens le coup! Salim s'engage pour la dernière partie du parcours. Bravo! Allez, il arrive là derrière, allez! Prends la coupe, champion, prends la coupe! Prends la coupe! Vas-y, allez! Sous un soleil de plomb, le jeune basketteur donne ses derniers efforts. Franchir les épreuves des pneus suspendus, de la pyramide taquée et de l'équilibre constitue un défi supplémentaire pour les muscles. En 53 minutes, Salim termine le parcours et se classe 17e chez les garçons. Je sais pas que je suis déçu, mais je pourrais faire plus en fait. Donc je vais m'entraîner pour l'année prochaine et faire plus. Il faut avoir confiance en soi, il ne faut jamais abandonner. Il faut être gagnant, Quant à sa sœur, elle est sur les rotules. Mais la voix de sa mère résonne comme un stimulant. Monte par là, monte. Enzo, envoie-moi cette chose. Allez, monte. Oui, princesse, vas-y. Doucement. Elle jette toutes ses dernières forces. Au pied du mur du ninja, elle est exténuée mais pas résignée. Après 3 essais, elle surmonte l'épreuve. Le statut de warrior se mérite. Et voilà, doucement. Il faut. Non, c'est trop glacé. Doucement. Allez, voilà, bravo championne. Mission accomplie. Les deux sont rentrés, parfaite santé. Dans le temps, je suis fière en tout cas. Ça va, je suis fière. Merci. Mes félicitations. Ça va? La guerrière. Monte ta médaille. La maman t'a failli abandonner. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce que tu t'es dit? Je voulais pas arriver dernière. Tu sens pas qu'elle pète là? C'est que là, je me suis affolée. Non, c'est vrai que j'ai perdu de l'énergie. Aucune de ces épreuves ne remplacera l'apprentissage d'autres valeurs tout au long de leur vie. Pour ces gamins, c'est déjà un mérite de se forger un esprit de gagneur. Le lendemain, 800 adultes, fascinés par l'idée de devenir des warriors, vont se lancer à l'assaut du Challenger Race. Nous retrouvons Issam sur la ligne de départ. Les gladiators, c'est 2 fois la boucle, ils font 2 tours. C'est à peu près 29 km. Les élites, ils font 16,5 cette fois-ci. Cette fois-ci, hein, ça change. Et les Open, c'est le bandeau bleu. Vous voyez le bandeau rouge là? Ça, c'est les élites.
Après, il y a les bandeaux bleus, c'est les Open, c'est 13,5 cette fois-ci. Et les élites, c'est quoi? C'est les professionnels? Les gladiators, c'est les professionnels. Eux, ils font 2 fois le parcours. Eux, c'est juste en dessous, mais c'est aussi des sportifs confirmés. Les Open, les bandeaux bleus, c'est plus personnel. C'est moins compétitif, mais ça reste quand même une compétition. Parmi les prétendants au statut de guerrier, Danielle, une boxeuse ivoiro-sud-africaine. Qu'est-ce qu'on fait là? On passe en bas. Oh, d'accord. Avant de se lancer, cette amoureuse des sports de combat s'imprègne d'une partie du parcours. J'ai besoin de voir un peu avant de me jeter quelque part, parce que je ne peux pas payer le poisson dans l'eau. Voilà, c'est vrai qu'on m'a motivé de venir, c'est bien beau. Mais je ne connais pas, je ne peux pas un coup venir me jeter dedans. Donc je me suis permis un peu de temps tout à l'heure pour vérifier, pour voir comment ça y est. J'ai trouvé que c'est bien beau, mais il y aura beaucoup d'efforts, beaucoup de travail dedans. Donc je me dis que, étant en Côte d'Ivoire, s'il y a des compétitions de taille, c'est normal que aussi je vienne faire. Et je me dis, si tu fais le MMA et tu fais la boxe, ça ne sert à rien de t'empêcher de ne pas venir aussi compétir au Challenge Iris. Cette participation est pour Danielle un moyen de préparer ses prochains rendez-vous et sa transition vers le MMA. Je me prépare pour beaucoup de combats au Congo, au Cameroun et puis en Afrique du Sud chez mon oncle. Parce que lui, il est en Afrique du Sud. Et c'est lui qui va me faire partie pour avoir des combats de MMA, m'entraîner, faire mon staff, comme on appelle mon stage, et puis me relancer encore plus de ce que je ne connais pas. Parce qu'on ne finit pas d'apprendre. Le départ est crucial. Dès le premier obstacle, le mur des pneus, les plus entreprenants se démarquent. Le général Ousmane Chérif, l'invité surprise, donne l'exemple. Par contre, cette participante est un peu déboussolée. Je ne peux pas monter, c'est trop difficile. Si, je vais monter. Je monte. J'essaye. À 500 mètres, ces barbelés accentuent les difficultés sur le chemin de la médaille. Il faut ramper, apprendre à doser ses efforts pour aller le plus loin possible. On essaie de gérer un peu le rythme cardiaque. Ouais. C'est ce qui est important parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend devant. Ouais. Donc on essaie de pas aller trop vite au début, rester un peu dans le vert. Et puis voilà, c'est une petite découverte. On va voir comment ça se passe. Pour l'instant, ça va très bien. Ouais. Et vous venez challenger ce parcours-là? Vous avez des raisons particulières? Je me fixe moi-même des propres objectifs. Donc j'ai fait le Open l'année dernière. Et puis je me suis dit, vu mes capacités physiques, je pense que je peux faire le prochain. Et puis un jour, l'année prochaine, on vise le Gladiator. Mais là, c'est un objectif personnel. Il faut que j'arrive à le faire au moins en 2 heures. Pour le faire, il faut passer la portée des chaînes. Une étape où nous retrouvons notre boxeuse. Après 5 km, Danielle s'est fait une idée de la course. Quand nous venons, il y a des obstacles que nous traversons. Et de là, c'est déjà quelque chose que je n'ai jamais vu dans la boxe qu'on s'entraîne. On s'entraîne que, voilà, c'est tout. Mais ici, tu vas vouloir passer d'obstacle à obstacle. Moi, je trouve qu'il y a un changement. Voilà, c'est ce que je trouve. Tout à l'heure, on vient de soulever des fers. On vient tout à l'heure de ramper sur les, comme on appelle, je peux dire même des fils de fer, tout et tout, etc. Je trouve qu'il y a un changement entre l'entraînement de la boxe et l'MMA ou bien kickboxing. Et vous, ça vous apporte quelque chose? Ça m'apporte beaucoup de choses. D'abord, aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. J'ai trouvé que l'entraînement de la boxe et puis cet entraînement, c'est différent.
Donc si on va s'habituer des deux côtés, on peut vraiment gagner beaucoup de sous et puis on peut vraiment gagner beaucoup de choses qu'on ne connaît pas partout. Le trajet fait apparaître les premières difficultés physiques, mais n'entrave pas la volonté à aller jusqu'au bout. Vous êtes un peu fatigué? Ah bah là oui, je commence à être fatiguée. Mais ça va, on a encore il y a encore la route, donc on essaie de garder le moral. Et puis on fait tout pour arriver jusqu'à la fin. Et pourquoi on participe à ce challenge? Je participe à ce challenger pour voir mes performances de 1 et aussi voir jusqu'où je peux aller, mes limites. Nous sommes à 7 km de l'arrivée. Le parcours devient un supplice. La portée du seau est un poids supplémentaire pour notre boxeuse. Vraiment, il faudrait se dire la vérité. Je me sens vraiment, maintenant, je me sens un peu épuisée. Je me sens maintenant un peu épuisée. Avec tout ce que je viens de faire là, c'est pas la même chose. Il reste encore 7 km. Est-ce que vous allez pouvoir terminer? Je vais pouvoir terminer au nom de la Côte d'Ivoire. Je vais terminer. Les Ivoiriens, je vais terminer. Même s'il va rester 15 km, je vais y arriver. Parce que j'ai la foi, que j'ai le courage. On n'est pas venu forcément pour gagner. On est venu juste pour faire quelque chose, pour qu'on soit un. On fait pas? Les obstacles sont désormais des montagnes à franchir. Les gestes sont moins sûrs. Face à la corde, beaucoup d'appelés et peu d'élus. On préfère exécuter des burpees. Ces pompes en guise de pénalité. Plus loin, ce squad, une équipe de 4 dont le jargon a du mal à avancer. Les articulations sollicitées depuis plus d'1 heure ne résistent plus à la fatigue. J'ai 2 crampes au mollet là. Vous pouvez demander au DT, directeur technique, Dr Bazi, il sait de quoi il parle. Allez, on va essayer. Ils vont puiser au plus profond d'eux-mêmes pour avancer. On est des warriors et on va aller jusqu'au bout. Allez. On est là pour ça. Allez, go! Allez. Les challengers sont à bout de force. Mais ils s'imposent un nouveau défi, celui de finir la course. Ils passent le tir crusher comme ils peuvent. Même si les corps souffrent, il ne faut jamais abandonner. Courage! Il va te tuer. Oui, allez, on peut pas. On t'en lit. Les plus courageux se permettent encore de transporter ces blocs de béton ou finir la dernière partie du challenger, la ligne d'arrivée. J'avais des courbatures dans le pied et puis vraiment, j'avais des crampes et je ne pouvais plus tenir. Vous avez quand même fini le parcours? Oui, j'ai fini tout le parcours. Je n'ai même pas essayé même de rester pour dire non que je jette l'éponge. Je n'ai pas voulu jeter l'éponge. Je suis fière de moi. Et puis, vraiment, je ne sais pas ce que je vais dire. Quand même, la championne d'Afrique est venue avec une médaille de challenge. Je ne suis pas venue cadeau. S'il vous vient l'idée de vous préparer pour un Challenger Race, quelques conseils du médecin vous seront utiles. Il faut que chaque personne soit active. Tous les jours, il faut être actif. Tous les jours, il faut marcher déjà. On peut marcher dans son boulot, on peut marcher dans les activités qu'on fait. On est tout le temps maintenant dans les taxis, les distances sont longues. Donc, il faut carrément être en train de bouger. Et si on a de la possibilité, faire du sport, un peu de jogging chaque matin ou régulièrement. 30 ou 15 km, peu importe. C'est ensemble qu'ils se sont surpassés avec pour remède à leur douleur un moral d'acier et une motivation à toute épreuve. Ça crée des réflexes de prendre soin de soi, de croire en soi. Parce qu'il y a des gens, quand ils s'inscrivent, c'est un parcours qui leur fait peur des fois, qu'ils craignent. Et quand ils le réussissent, il y a une montée en confiance, il y a une prise de conscience aussi, qui fait qu'ils vont se dire « je dois aller au sport, prendre soin de moi et faire mieux la prochaine fois ». Donc on prend en confiance et voilà. La satisfaction d'avoir accompli un exploit est cette médaille,
symbole de leur transformation. Une famille se forme, celle des warriors, les guerriers des temps modernes. Alors Pierre, est-ce que tu as déjà vécu une expérience pareille? Est-ce que tu as déjà fait un parcours de combattant à l'image de ce qu'on vient de voir? J'ai vraiment honte quand je vois ce reportage parce que je n'ai pas le quart de l'endurance de ces enfants qu'on a vus dans la première partie du sujet et on n'en parle pas des adultes. Hein. Ça, c'est... Alors pour parler de ce Challenger Race, on va accueillir en plateau le directeur technique du Challenger Race. C'est le docteur Bazi Houssen. Bonjour Pierre. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et je dis docteur, puisque vous êtes médecin et même chirurgien. Comment ça se fait que vous soyez au cœur de ce concept qu'on vient de voir? Je fais beaucoup de sport depuis l'âge de 9 ans. Donc, c'est inculqué dans mes gènes, le sport. Donc, forcément, j'arrive à adapter mon boulot et le sport. Voilà, le sport, c'est la santé. Donc, je suis bien placé en tant que médecin pour en parler. Alors, d'où elle vient cette idée du Challenger Race? Alors, tout simplement, c'est après une participation au championnat européen de course à obstacles à Morzine en France en 2018 avec mes meilleurs amis. Et après ça, on s'est rendu compte qu'effectivement, en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, il n'y en avait pas. Donc, on a voulu partager un tout petit peu notre expérience de cette aventure-là à nos frères ivoiriens et à tous ceux qui vivent ici. Et le fondateur est M. Mroué, qu'on a vu dans le sujet. Vous êtes le directeur technique. Quel est votre rôle au sein de l'organisation? Alors, en tant que directeur technique, mon rôle, c'est de faire les parcours, de trouver exactement les endroits qu'il faut, faire la reconnaissance, bien sûr, entrer en contact avec les propriétaires terriens, puisqu'on passe dans des villages, on passe dans des zones qui sont déjà occupées, donc déjà rentrer en contact avec eux. Faire la reconnaissance des différents parcours, faire des balisages, repérer les différents points où nous pourrions mettre les obstacles et les points d'eau, et puis m'assurer de les faire baver au maximum. Alors, 1000 participants cette année, est-ce que c'est un nombre qui est important pour une course comme celle-ci? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire pour le Challenger Race? Est-ce qu'il est bien installé, ça y est, en Côte d'Ivoire? Alors, pour l'anecdote, c'est que nous avons commencé la première édition en 2018. La première édition de Challenger Race en 2018, c'était à Assini. Il n'y avait que moins de 300 participants. Et au fil des années, bien sûr, les personnes ont commencé à connaître un tout petit peu c'est quoi la Challenger Race. Et puis là, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 1200 participants. Donc déjà, les gens connaissent ce que c'est. Et puis, bien sûr, nous espérons nous améliorer au fur et à mesure. Quel a été le secret, passer de 300 à 1200? Quel est le secret de la réussite aujourd'hui du Challenger Race? Est-ce que c'est l'envie de se dépasser ou alors passer un beau moment entre amis, en famille? Quel est le secret? Alors, moi j'ai toujours dit que la Challenger Race en particulier, ou les courses à obstacles en général, c'est une école de vie. C'est calqué directement de ce qu'on vit tous les jours. C'est-à-dire, vous entrez dans la vie active, vous entrez sur un parcours où il y a des obstacles. Vous vous battez, vous courez, vous surmontez des obstacles, vous tombez, vous vous relevez, vous vous rebattez encore et vous finissez avec fierté. Déjà, finir un parcours à obstacles, c'est déjà très très difficile. Ça demande beaucoup d'endurance, beaucoup de qualité, beaucoup de courage, puisque le mental à un certain moment joue énormément. Donc après, quand vous finissez, vous êtes fier de vous-même déjà de vous avoir surpassé, d'avoir exactement franchir, dépasser les limites comme on dit, dépasser votre zone rouge. Voilà. Et puis bien sûr la fierté de tous ces parents qui voient leur enfant arriver après tous ces efforts. Les enfants aussi se surpassent. Oui. C'est clair que c'était incroyable. Hein, voilà, ça a une connotation très importante, psychologique et sociale sur les enfants. Bien sûr, quand ils sont à l'école, ils sont un peu timides, mais quand vous les mettez sur un parcours obstacle, bien sûr, quand ils finissent, ils sont très fiers. Les parents également.
Alors, qu'est-ce qui est le plus compliqué au final? Organiser une course comme celle-là, ou y participer et la terminer? Parce qu'on imagine, vous en parliez tout à l'heure, rencontrer les propriétaires terriens, faire de la reconnaissance, trouver les obstacles qu'il faut, ça demande énormément de travail, j'imagine. Oui, alors l'organisation, c'est vraiment la clé parce que c'est très important. Déjà, moi, je commence quelques mois à l'avance, bien sûr, 3-4 mois à l'avance, à faire des repérages, à repartir, refaire les parcours, faire des boucles plusieurs fois, peut-être même une dizaine de fois, pour être sûr qu'il y a de la sécurité, pour être sûr qu'il n'y a personne qui va se perdre, parce que ça également, c'est important. Souvent, on les fait en zone de forêt. Donc voilà, il faut s'assurer que tout se passe bien et ça, c'est vraiment un gros boulot. C'est un boulot qui est énorme. Le projet est né en 2018, exactement. En 2023. Quelles sont aujourd'hui les ambitions, l'avenir, selon vous, de la Challenger Race? Alors, bien sûr, nous espérons passer peut-être bientôt à 2000 participants en nous améliorant. C'est clair que rien n'est parfait. Mais au fil des années, nous apportons des améliorations, nous apportons de nouvelles idées. Bien sûr, que les gens changent un peu de mentalité, que l'esprit sportif soit de plus en plus inculqué dans les habitudes, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes. Et puis voilà. Est-ce qu'il y aura des innovations pour la prochaine édition? Des innovations, oui. On commence à y réfléchir parce que ça vient à peine de se terminer. Et quand aura-t-elle lieu aussi? Et quand aura-t-elle lieu? Alors oui, des innovations, oui. Déjà, depuis l'année passée, nous sommes entrés en contact avec la Direction générale des sports, déjà pour créer une fédération de course à obstacles, une fédération ivoirienne de course à obstacles, puisqu'il existe une fédération internationale de course à obstacles. Donc bien sûr, créer une fédération de course à obstacles pour adhérer à la fédération internationale. Et bien sûr... Qu'est-ce que je veux dire encore? Et ça changerait quoi de rentrer dans une fédération internationale concrètement pour le Challenger Race en Côte d'Ivoire? Alors, déjà, la course à obstacles sera bientôt discipline olympique. Donc, déjà, pour la Challenger Race, rentrer dans cette fédération internationale, c'est une porte ouverte. À l'image de Mud Day. Exactement, voilà, à l'image de Mud Day et tout ça. Mais la Challenger Race, c'est beaucoup plus difficile. La Mud Day, elle est plus ludique qu'autre chose. Mais la Challenger Race, c'est vraiment des efforts, c'est vraiment beaucoup de souffrance. Donc, si nous faisons une fédération et si nous adhérons à la fédération internationale, peut-être qu'un jour, la Côte d'Ivoire sera aux Jeux olympiques de course à obstacles. Est-ce que vous aimeriez aussi étendre le concept à d'autres pays de la sous-région? Oui, alors ça c'est prévu bien sûr pour l'année prochaine ou les années à venir. Nous avons déjà des contacts dans la sous-région puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes, la Challenger Race, c'est la première course à obstacles organisée en Afrique. Voilà, il y en a une peut-être en Afrique du Sud, qui est la Spartan Race, mais c'est très rare qu'ils en font. Donc nous sommes les premiers à introduire la course à obstacles en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest et en Afrique. Voilà. On se donne rendez-vous pour la prochaine édition de Challenger Race avec que vous serez un jour une équipe NCI, sur un parcours à ramper sous les barbelés. Il y aura dépassé nos limites. Voilà, à dépasser vos limites. Ça sera avec plaisir. Merci infiniment, Dr Bazi. Je rappelle que vous êtes le directeur technique du Challenger Race. Voilà. Merci infiniment. Merci avec nous. À bientôt. Et ça y est, c'est la fin de ce numéro de NCI Reportage. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.